Donc le bassin de l'Adour, vous voyez que c'est à cheval sur 4 départements du sud-ouest, les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, 17 000 km². Et vous voyez qu'il s'affiche la partie Pays Basque, qui est comprise à 87% dans le bassin de l'Adour. Vous voyez que la Nivelle n'en fait pas partie. Mais systématiquement, ou à peu près systématiquement, je laisserai inscrite la partie justement Pays Basque, comme ça dans les différentes diapos. Vous verrez un peu comment se situe le Pays Basque par rapport aux cartes proposées. Alors, avant de parler de la gestion de l'eau, on peut voir d'abord ce qui tombe, le climat et la pluviométrie dans le bassin de l'Adour. Alors, de ce côté-là, on l'a vu déjà, pour l'instant, le sud-ouest de la France est assez bien pourvu. On a une pluviométrie qui va dans la partie nord-est, qui part de 800 mm par an, alors que la moyenne en France est à peu près de 900. Et ça va vers le sud-ouest, et en particulier le Pays Basque, ça va jusqu'à 1200, 1400, voire 1600 mm d'eau par an, sur les contreforts, sur les Pyrénées. Alors après la pluviométrie, il y a l'hydrologie et la ressource en eau qui en dérive. Il y a d'autres paramètres évidemment qui rentrent en ligne de compte, mais la pluviométrie joue aussi un rôle. Vous avez là une carte qui présente, les points rouges sont les stations de jaugeage, avec ce qui est inscrit à côté, les chiffres inscrits, c'est les débits moyens annuels en mètres cubes secondes. Et donc là, vous avez les chiffres bruts, par exemple, vous voyez que l'Adour, au niveau de Dax, c'est proche de 100 mètres cubes secondes, de même que le gave de Pau vers Bérinx, et de même aussi que le gave d'Oloron à la partie aval. C'est toujours près de 100 mètres cubes secondes. Mais ce qui est intéressant, c'est de relativiser un petit peu ça par zone. Les zones d'alimentation, disons, rapportées en kilomètres carrés, les débits rapportés en kilomètres carrés. Vous voyez que vous avez plusieurs zones. La première zone, c'est en haut à droite, en marron. En marron, vous avez une alimentation relativement médiocre, mais toujours, je dis toujours relatif parce que on est à peu près dans les moyennes françaises en fait. Globalement, c'est très satisfaisant. Avec une alimentation des rivières assez médiocre pour deux raisons, c'est que la pluviométrie est assez faible, et pour une autre raison, c'est qu'une partie des eaux vont dans les nappes qui sont assez importantes dans ce secteur-là, les nappes des sables des Landes et toutes les nappes aquitaines qui sont dessous. Donc une partie, mais cette eau, on la verra ressurgir par la suite. Ensuite, il y a un autre secteur, c'est tout le secteur des coteaux et le secteur traversé par l'Adour, où l'alimentation est moyenne. Vous voyez que pratiquement tout l'Adour traverse cette zone-là, et les affluents qui alimentent l'Adour traversent aussi ces zones-là. On verra que ça pose des problèmes au niveau de l'alimentation de l'Adour. Et après, plus on va vers le sud et vers la proximité des Pyrénées et la proximité aussi de la mer, on a une alimentation qui est même bien meilleure et qui est même excellente. Le gave de Pau traverse toute une zone qui est de très bonne alimentation, et surtout le gave d'Oloron qui a ce qu'on appelle des débits spécifiques très, très importants. Et le Pays Basque aussi, vous voyez qu'il est pratiquement entièrement couvert en vert et bleu, donc les rivières sont globalement bien alimentées. Après, bon, ça c'est globalement sur une année entière. Après, il y a des variations au cours de l'année. Les coteaux en particulier, toutes les rivières de coteaux que l'on voit, le Luce, le Gabas, etc., ont des étiages beaucoup plus accusés. Ils peuvent avoir en période d'hiver ou en période de pluviométrie importante des crues très, très brèves, très soudaines, très importantes. Et par contre, dès qu'il ne pleut plus, c'est des étiages assez prononcés et qui durent très longtemps et qui arrivent dès le début de l'été, même la fin du printemps. Par contre, dans les secteurs du nord-est, où il y a l'influence des nappes, justement, les nappes réalimentent les rivières en été, et les rivières finalement ont des étiages plus intéressants, mieux soutenus en été, notamment la Mi-12. Et les rivières pyrénéennes ont, le gave de Pau notamment, il est soutenu par les neiges, la neige qui s'accumule en hiver
sur la montagne et qui donc diminue en hiver les crues, enfin les débits du Gave, et par contre restitue toute cette, à la fonte des neiges, restitue toute cette eau à la fin du printemps et au début de l'été. Et les étiages normalement sont assez bien soutenus jusqu'au mois de juillet-août. Les véritables étiages commencent au mois d'août et septembre. Mais on perçoit quand même une évolution du changement climatique depuis pas mal de temps, puisque si on compare la période des années 70-80 à la période 1995-2002, on s'aperçoit que les étiages du Gave de Pau ont été avancés à peu près de 15 à 20 jours. Et l'impact de la fonte des neiges apparaît moins importante qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc on perçoit déjà un peu l'impact climatique, semble-t-il. Ensuite, là-dessus, sur cet aspect, tous ces aspects physiques, vous avez les productions agricoles, donc je vais me cibler surtout sur l'agriculture. Alors le bassin d'Adour, vous savez que c'est le maïs qui est prédominant, on le voit, vous avez là les grandes zones de production agricole, on a essayé de distinguer un certain nombre de zones. Toutes les zones centrales du bassin d'Adour, le maïs est l'élément pivot des activités agricoles, souvent associé soit à de l'élevage, soit à d'autres cultures. Il peut y avoir d'autres cultures spécialisées à la vallée du bassin, par exemple, ou l'élevage, le canard gras, etc. Souvent une valorisation du maïs par des cultures, par des élevages. Les exceptions à cette importance du maïs, c'est dans la partie nord du bassin, c'est la forêt qui prédomine, évidemment. Mais en matière de culture, c'est quand même le maïs, si on ne prend que par rapport à la SAU, c'est le maïs. La SAU est assez faible à cause de la forêt. Et la partie montagnarde, le piémont et la montagne, c'est beaucoup plus les élevages. Le pivot, c'est les élevages, associés à des cultures fourragères ou à des surfaces toujours en herbe dans la partie de montagne. Donc là, on verra que le maïs est beaucoup moins présent sur la partie de montagne. Alors là, voilà le taux du maïs, le taux de surface couverte en maïs par rapport à la surface agricole utilisée. Vous retrouvez tout le nord du bassin, enfin la plus grosse partie du bassin, excepté la partie montagnarde. Le maïs, par rapport à la SAU, est très présent dans le nord du bassin, même si, comme je vous ai dit, par rapport à la surface totale, c'est mineur, puisque la SAU est peu importante. Ensuite, le maïs, on sait que, on l'a déjà dit, que le maïs a besoin de pas mal d'irrigation et d'engrais. Donc là, on a essayé de voir un peu la relation maïs et irrigation. Globalement, dans le bassin de l'Adour, 42% du maïs, des surfaces en maïs sont irriguées. Mais vous voyez qu'il y a des variations assez importantes. D'abord en surface brute consacrée au maïs, c'est la grosseur des ronds, et la part de ces surfaces qui sont irriguées. La part irriguée est en bleu, la part non irriguée est en vert. Donc on voit que ce qui est très irrigué, c'est le nord des Landes, mais pour des surfaces finalement relativement faibles. La vallée de l'Adour, qui est une part très irriguée avec des surfaces importantes du coup. Et par contre, les coteaux au centre du bassin, les coteaux de l'Adour, il y a des surfaces cultivées en maïs qui sont importantes, mais la part irriguée est relativement faible. Enfin, c'est 25% à peu près, voire moins. Donc tous ces éléments-là ont un impact après sur l'irrigation, sur les surfaces irriguées. Il n'y a pas que le maïs qui est irrigué, mais le maïs est quand même fait à peu près 80% de l'irrigation. Donc vous voyez là le taux d'irrigation rapporté à la surface totale. Ce n'est pas le taux d'irrigation rapporté à la surface agricole utilisée, c'est par rapport à la surface totale du territoire. Donc là, cette représentation, ce n'est pas le taux d'équipement de l'irrigation en maïs, c'est plutôt l'irrigation par rapport à l'environnement, la pression de l'irrigation sur l'environnement.
Donc on s'aperçoit que l'irrigation et le taux d'irrigation est surtout concentré dans la vallée de l'Adour, où les taux d'irrigation sont forts. C'est plus faible par contre sur la partie nord des Landes. Et il y a un taux d'irrigation qui est relativement important aussi sur les coteaux de l'Adour. On voit aussi sur le Gave de Pau l'irrigation qui se développe, mais bon, qui est encore beaucoup moins importante que sur l'Adour. Et on voit dans la partie Pays Basque, c'est uniquement la bidouze et les saisons où il y a des taux d'irrigation qui sont assez importants. Le reste du Pays Basque, l'irrigation est assez marginale. Alors, pour cette irrigation, d'où vient la ressource? Comment est utilisée comment sont irriguées les terres et à partir de quelles ressources? Vous avez un petit graphique qui montre les principales ressources actuellement utilisées. Alors vous avez d'abord, en fait, on peut le réduire à 4 quarts différents. Vous avez un quart où c'est la ressource naturelle des rivières, représentée en bleu clair. Alors la ressource naturelle des rivières actuellement, c'est surtout le Gave de Pau, par exemple, le Gave de Pau, le Gave de Laurent, etc. Donc la ressource naturelle en rivière, les nappes, ensuite des prélèvements dans les nappes. Nappes alluviales, c'est une moitié de ce deuxième quart. Les nappes alluviales de l'Adour, les nappes alluviales du Gave de Pau principalement. Les autres nappes, c'est principalement les nappes du nord des Landes, alors les nappes superposées, la nappe des sables des Landes, et puis toutes les nappes plus anciennes ou plus ou moins fossiles des Landes, pas vraiment des nappes fossiles, mais des nappes plus profondes en tout cas. Et après, les deux autres quarts, c'est finalement de la mobilisation de ressources à partir de stockage, de stockage soit direct, ce qui est indiqué en orange, c'est des retenues soit individuelles, soit collectives qui petit à petit se sont développées dans le bassin. Alors vous voyez qu'il y a quelques 1700 retenues individuelles d'irrigation dans le bassin, qui mobilisent en tout 42 millions de mètres cubes. Elles ne sont pas représentées ici. Et 80 retenues collectives pour alimenter justement des réseaux collectifs d'irrigation à hauteur de 33 millions de mètres cubes. Et après ça, vous avez une autre catégorie de mobilisation de ressources, c'est les rivières qui sont réalimentées à partir de réservoirs de soutien d'étiage. Donc sur le graphique, c'est représenté par le bleu foncé. Et vous voyez les 26 réservoirs de soutien d'étiage qui ont été mis en place par l'institution Adour depuis 25 ans à peu près, et qui réalimentent les rivières qui sont représentées en bleu foncé. Donc tout ça, ça permet d'alimenter à peu près 25% de l'irrigation dans le bassin de l'Adour, et vous voyez les secteurs qui sont réalimentés. Alors, cette gestion cette mobilisation de la ressource, notamment la mise en place de la réalimentation de rivières, c'est accompagné d'un effort de gestion de l'irrigation. Il ne suffit pas de mettre de l'eau dans les rivières, il faut bien l'utiliser. Donc, a été mis en place depuis quelques années des plans de gestion d'étiage. Alors, le premier, c'était le plan de gestion des étiages de l'Adour-Amont, que vous voyez ici. Les objectifs de ces plans de gestion des étiages, c'est mieux gérer la ressource en mettant en place un tableau de bord de la ressource avec des stations de jaugeage qui permettent de voir le débit des rivières et bien gérer les lâchures d'eau en fonction des besoins. Un effort d'économie d'eau que relaient les chambres d'agriculture principalement auprès des agriculteurs, et un effort de respect des débits d'étiage qui ont été installés et qui ont été définis sur certaines stations de jaugeage qui sont indiquées par les petits points rouges. Donc tout ça, c'est une association de tous les agriculteurs, les usagers, etc., qui permettent de mieux gérer la ressource mobilisée. Alors, après le plan de gestion des étiages de l'Adour, il s'est transformé tout récemment en SAGE Adour, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Adour. Donc,
ça veut dire que dans le SAGE intervient tout l'aspect qualitatif de la gestion de l'eau et tous les autres usages de l'eau qui interviennent aussi. Et parallèlement, un autre plan de gestion des étiages est en train de se mettre en place sur le Luy et le Louts. Et enfin, un SAGE Mi-12 aussi se met en place sur la partie Mi-12. Et vous voyez comme ça que l'ensemble des rivières réalimentées est couvert par des outils de gestion de la ressource en eau, au point de vue quantitatif ou qualitatif. Mais donc, s'il y a globalement une légère amélioration de la qualité de l'eau due au rejet domestique, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et les problèmes de qualité d'eau dans le bassin d'Adour proviennent surtout de l'activité agricole. C'est par exemple les nitrates, que je prends un exemple, les pesticides et tout ça évidemment aussi. Les nitrates apparaissent comme le paramètre déclassant dans beaucoup de rivières. Vous voyez que, bon, les couleurs, vous avez vu sur la légende, que ce qui est bleu, c'est de la bonne qualité, et quand on va vers le rouge, c'est de la mauvaise qualité. Vous voyez que tous les affluents rive gauche de l'Adour, le secteur de Coteau, c'est de la mauvaise qualité par rapport aux paramètres nitrates. Pourquoi ça? Quelles en sont les causes? C'est principalement, en effet, la culture du maïs qui intervient à deux niveaux. D'une part, le maïs est très gourmand en engrais, donc en nitrate. On a tendance à mettre beaucoup d'engrais sur le maïs. Et ensuite, le maïs est une culture qui fait qu'il est cultivé sur quelques mois du printemps et de l'été, et il laisse les sols nus en période d'hiver et de début du printemps, à la période où justement il y a des précipitations assez importantes dans notre secteur, et une bonne partie de ces nitrates, des nitrates qui n'ont pas été pris par la plante pendant la période végétative, sont lessivés et partent dans les rivières. Et on le voit quand on fait une approche fine du débit des rivières et des concentrations en nitrates. On s'aperçoit que les concentrations en fait sont très importantes en période de crue ou de fortes eaux. Donc concentration en plus débit, ça fait des quantités de nitrates qui partent à la rivière et à la mer très importantes. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas en période d'activité végétative de la plante, mais c'est en période de sol nu que tous les nitrates partent dans les rivières. Et les pics déclassants se trouvent en général en période hivernale. Voilà, globalement, de présentation au niveau du bassin d'Adour.